Video games have come on hard times these days with closeout sales, discount prices just about everywhere. Atari, the people who brought you Pac-Man, today said it is packing up some of its California operations and laying off 1,700 employees. Alors que l'industrie du jeu vidéo s'effondre aux États-Unis, Nintendo a trouvé son prochain succès pour le Japon, la Famicom pour Family Computer, l'ordinateur de la famille. Family Computer 登場。カセットを挿入するとカラー52色の鮮やかな画像。コンピューター。Le décor est planté. Les jeux vidéo américains sont KO. Arakawa profite de l'occasion. Un jour, j'ai ouvert un colis que j'avais reçu de Nintendo Japon. J'y ai trouvé une petite console, la Famicom. Je l'ai branchée. C'était absolument génial. Je jouais à des jeux que je connaissais comme jeux d'arcade. Et là, je pouvais y jouer sur ma télé. Family Computer Robot. Son nom avait été choisi pour convaincre le public que c'était une sorte d'ordinateur personnel. Mais la toute première version de la Famicom a prouvé qu'elle était faite pour jouer aux meilleures versions des jeux vidéo de Nintendo. On a grandi avec Atari, mais on n'y jouait pas beaucoup parce que mon père rapportait toujours à la maison les nouveautés, comme la Famicom. Il adorait nous présenter les nouveaux jeux. Au début de la Famicom, il y avait quelques jeux complètement dingues que mes fils adoraient. Ils ont décidé d'utiliser une invention de Gunpei Yokoi qui est aujourd'hui une référence dans le jeu vidéo, la croix directionnelle et les touches. Les joysticks, c'était génial pour les jeux d'arcade et à l'époque, toutes les consoles en étaient équipées. Mais chez Nintendo, ils se sont dit qu'ils voulaient innover. It may be the most addictive toy in history, and it's definitely the hottest thing this Christmas. Nintendo video games. Something was missing. Can I play? Wait your turn. Then along came head-to-head electronic football by Coleco. Introducing the Multicron 20-function calculator watch. A power sweep. He fights through for the tackle. You pass. He blitzes. Intercepts. This is real competition. Pendant ce temps, Hiroshi Yamoshi et Gunpei Yokoi poursuivent leur projet astucieux de métamorphose en suivant les tendances et en saisissant les bonnes occasions. Un jour, dans un train, Gunpei Yokoi remarque que son voisin s'amuse avec une calculatrice. Il observe, fasciné, cet homme taper sur les touches avec désœuvrement. Tout à coup, il se demande si les usagers des transports en commun fatigués qui s'ennuient pourraient être intéressés par une console de jeux portative. Judge, Ball, Barney, Fire、マイクロコンピューターを使ったゲームウォッチ。ゲームをしないときはデジタル式クォーツ時計です。ゲームウォッチ。
Gunpei Yokoi était l'un des inventeurs les plus prolifiques de Nintendo. Il a eu une de ses idées de génie, prendre un objet du quotidien sans grande valeur et lui donner une nouvelle fonction. C'est ce qu'il avait fait pour le Love Tester et l'Ultra Machine. Nintendo a alors adapté la technologie des calculatrices pour fabriquer des jeux vidéo. À la fin des années 70, Nintendo a sorti les Game & Watch, des petites consoles de poche avec un écran LCD qui faisait aussi office de montre. L'affichage consistait à pouvoir visualiser tous les chiffres de 0 à 9 sur l'emplacement du 8, en allumant les barres correctement. Ça, c'était avant qu'il ne se lance dans les vrais jeux vidéo. Les Game & Watch ne sont pas les pionniers. Mais leur conception ingénieuse et leur nom parfois insolite les placent bien au-dessus de leurs concurrents. C'était des petits jeux rigolos. Il y avait Fire qu'on surnommait les bébés rebondissant en feu, ce qui est horrible. Des personnages sautaient d'un immeuble et il fallait les mettre à l'abri en les faisant rebondir sur un trampoline. Pour déplacer les personnages, Yokoi a inventé la croix directionnelle pour monter, descendre, aller à gauche ou à droite. La croix directionnelle, c'est une innovation extraordinaire. Quand on a un objet attaché, comme une balle, dans un jeu d'arcade, on peut avoir un contrôle motorisé précis. Je fais précisément ça ou ça. Mais sur une petite console, avec un joystick, on manque nettement de précision. Nintendo a alors inventé la croix directionnelle. Il y a d'abord eu des petites touches, mais ça ne permettait pas de faire le tour. Alors ils ont trouvé ça. Et en 1983, ils ont sorti la Famicom. C'est cette croix qui a permis aux consoles de jeux vidéo de s'imposer dans les maisons. Voici la Family Computer de Nintendo, ou Famicom. C'est un exemplaire très intéressant. C'est la toute première version. Sur la plupart des Famicom, les touches A et B sont rondes, comme sur la NES. Mais là, elles sont carrées. La manette était câblée, donc si elle ne fonctionnait plus, il fallait la porter chez un professionnel, qui en installait une nouvelle. C'était assez casse-pied. Cette console est en très bon état. J'ai eu de la veine quand je l'ai achetée. Super Mario Bros. 2はさすがディスクで面白い。下手くそ。Ce qui est génial avec M. Arakawa, c'est que c'est à la fois un homme très marrant, mais aussi très réservé. La première fois que j'ai joué à Mario Bros sur la Famicom, je suis arrivé à la fin et j'ai rencontré Bowser, le personnage qu'il faut battre pour sauver la princesse. Lui, il était d'un côté de l'écran. Moi, avec Mario, j'étais à l'opposé. J'ai réussi à le battre. Mais rien ne s'est passé. Je suis donc allé voir M. Arakawa pour lui dire que je n'arrivais pas à gagner, que je ne savais pas comment faire. Et il m'a dit « Essayez encore ». J'ai refait des tas de parties. Mais le jeu n'était pas terminé. Et M. Arakawa ne me l'avait pas dit. La Famicom a été un énorme succès au Japon. Et chez Nintendo, ils se sont dit que l'étape suivante, c'était de la vendre à l'international, et notamment aux États-Unis. Here's the Metro weather forecast from New York 97. 79 degrees, cloudy skies in Manhattan this morning. Pollen count today, low and bearable. Ça ne va pas être facile, mais grâce à son succès passé dans la fabrication de jouets, Nintendo a toutes ses chances.
Quand Atari a rencontré des difficultés financières, tout le monde pensait qu'elles étaient dues à l'apparition de la console. Personne ne doutait du fait que le public avait envie de s'amuser et de jouer à l'époque. Mais tout tournait autour de la vente, des infrastructures, de la recherche d'espace sur les linéaires, de la volonté que les magasins aient des stocks, de la volonté de se faire connaître. Le plus grand défi était probablement d'être connu des espaces de vente. Des employés de Nintendo sont venus me voir dans mon bureau en 1985. J'ai rencontré Howard Lincoln. Il m'a parlé de ce qu'il faisait au Japon et de ce qu'il voulait faire aux États-Unis. Je me suis dit, waouh, les États-Unis ont plus ou moins refusé la console. Le public, la presse spécialisée, les marchés financiers, tout le monde avait dit, c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien. Un pistolet, un robot, un tapis. Pour l'une des plus grandes opérations marketing du XXe siècle, Arakawa et son équipe de vente s'affranchissent du marché de la vente au détail qui ne veut pas entendre parler des jeux vidéo. Ils créent toute une série d'accessoires qui ont l'apparence de jouets et qui, tous ensemble, deviennent un jeu pour toute la famille qui se retrouve autour d'un jeu vidéo. La NES est née, la console de jeu de Nintendo. Atari Incorporated is making cuts, but it will be employee cuts. The video game maker says it plans to lay off about 300 workers. Last year, the company lost over $500 million, laid off more than 2,000 of its Bay Area workers, and moved part of its operation to Taiwan and Hong Kong. Beaucoup de gens oubliaient qu'à l'époque, les jeux vidéo étaient moribonds. Il fallait donc que Nintendo réinvente ce secteur pour la génération suivante. Aujourd'hui, l'entreprise est un mastodonte, mais avant la NES, c'était simplement un créateur de jeux d'arcade. Certes relativement réputé, mais c'était une petite entreprise. C'était une boîte familiale japonaise qui possédait un petit bureau dans la petite ville sans intérêt de Redmond, dans l'État de Washington. Elle n'avait aucun poids ni aucune influence sur le marché. À l'époque, ses chances de succès étaient extrêmement minces. Dans les années 80, l'effondrement des jeux vidéo était dû à la mauvaise qualité des produits qui inondaient le marché. Les consommateurs en avaient assez. Nous, on avait confiance dans notre produit, mais les détaillants n'étaient pas du même avis. Il fallait trouver le meilleur moyen de commercialiser la NES. Ou plutôt, voir si c'était même possible. Quand on a été prêt pour le lancement de la NES, on a décidé de le faire à New York, qui était un bon baromètre. J'y suis donc allé avec mon matériel, les jeux, la console. Il nous fallait aussi un téléviseur. On a commencé par la présenter chez Woolco, le magasin bon marché de la Woolworth Company. Aujourd'hui, on parlerait de magasin discount. J'ai commencé à faire ma présentation et le responsable des achats m'a tout de suite conseillé de repartir avec mes affaires parce qu'ils avaient déjà perdu beaucoup d'argent avec Atari et qu'ils ne voulaient pas entendre parler de notre console. Pour savoir si les enfants allaient être intéressés par un nouveau système de jeux vidéo, on a créé des groupes de discussion sur la côte ouest et sur la côte est. Et puis, on a réuni dans le New Jersey tous les cadres de Nintendo pour que le modérateur leur commente les résultats. Ron Judy lui a demandé à quel genre de résultats on pouvait s'attendre. Et la réponse a été « Je n'ai jamais vu une entreprise se développer, ni un produit arriver sur le marché avec de tels résultats. » Pour lui, c'était l'échec assuré. On vendait des consoles de salon. Ce n'était pas un simple jeu vidéo comme les autres, dont les consommateurs s'étaient lassés. Ça se vendait alors moins d'$1. Il fallait qu'on assure un sell-in sans faille pour obtenir du linéaire chez les détaillants. Pour y parvenir, après ce qui s'était passé avec Atari, quand les détaillants avaient perdu beaucoup d'argent, il fallait qu'on leur garantisse la vente du produit. On demandait aux magasins de mettre en rayon nos produits et on payait cher pour qu'ils soient bien exposés. Et s'ils ne les vendaient pas, ils n'avaient pas à les payer. Il fallait absolument qu'on trouve le moyen de se démarquer.
Il fallait qu'on trouve le moyen de raviver le marché en y réintroduisant ce genre de produit. Nous avons alors eu l'idée d'inventer Rob le robot. Il donnait une touche très futuriste qui s'émancipait totalement des jeux vidéo du passé. When you get hold of the Nintendo Entertainment System, when you master Rob the video robot, and meet the challenge of Gyromite. Un robot était branché à la console et je trouvais ça complètement débile. And Nintendo showed off a game-playing robot that interfaces with the game on your computer screen. Nintendo avait pensé sa console plus comme un jouet que comme de l'électronique grand public. D'où le lancement du pistolet électronique et de Rob. Ils sont ainsi rentrés dans les salons tel un cheval de Troie. Après notre échec chez Woolworth, notre cible suivante c'était Toys R Us. La vente n'allait pas être facile. Quand on a fait la présentation à leur service des achats, en présence de plusieurs cadres de l'entreprise, le responsable nous a dit qu'il ne voulait pas entendre parler de notre produit parce qu'ils avaient déjà perdu trop d'argent. Mais heureusement, Howard Moore, le vice-président directeur, a dit « Non, on va la prendre et la vendre dans tous nos magasins ». Nintendo a alors démarré et tout d'un coup ça a décollé. 81% of toy retailers believe toy sales will increase this year over last. Retailers' overwhelming choice for the season's biggest hit will be the Nintendo Entertainment System with the Zapper light gun and Rob the robot. I like the action and entertainment and challenge of them. Because they're challenging. Just an action-packed game, and I like action-packed games. The games that you can get on it is exactly like the arcade, and the graphics are almost identical. Well, if you've joined the chorus that's saying video games are a thing of the past, you may have to change your tune soon. This is Nintendo, a flashy little computer that lets you play video games on your TV set. J'ai remarqué que parfois, on vivait de réels moments de bonheur. Quand la console Nintendo 8 bits est sortie, ça faisait plaisir, car c'était original et différent de ce qu'on connaissait. La première fois que j'ai joué à la Nintendo, je devais avoir 5 ans. Des amis de ma famille en avaient une. Et quand on allait chez eux, j'avais l'impression d'être une fille trop cool. Les enfants étaient un peu plus âgés que moi. Et ils m'apprenaient à jouer à Duck Hunt, à Tetris et à Super Mario Bros. Je rêvais d'avoir ma propre console. On criait ensemble devant l'écran et ils me disaient « C'est là, ne rate pas, juste là !» C'était des jeux magnifiques avec plein de niveaux, plein de mondes, des scénarios. J'étais subjugué par Super Mario. J'y ai joué tous les jours après l'école pendant presque 1 an. Il y avait une différence abyssale entre ce jeu et tous les autres jeux auxquels j'avais déjà joué. C'était facile pour le cerveau de comprendre le scénario et de différencier les personnages. C'était le début d'un truc qui existe encore aujourd'hui, la capacité des jeux vidéo à raconter des histoires. Ils ont évité la faillite en développant des jeux qui utilisaient une meilleure technologie et des logiciels de qualité. It's been the best-selling toy in this country for 3 years running. 20 million of these things now inhabit American living rooms. Le plan a fonctionné. La Nintendo, comme la plupart des gamins appellent alors la console, a inondé les salons américains. Maintenant que le cheval de Troie a franchi la porte, quel est le plan d'attaque? Les Américains vont-ils être des joueurs fidèles? Une seule réponse à cette question. Les jeux. Les jeux en version 8 bits sont-ils meilleurs que la console d'Atari?
L'Intellivision et les champions des jeux d'arcade des pionniers de l'industrie? La réponse est sans conteste, oui. Le bond technologique est ahurissant. La qualité est incontestable. Et les premiers jeux ont le sens du divertissement. Nintendo devient alors le nouveau roi des jeux vidéo aux États-Unis et dans le monde entier. Un nouveau type de jeu a vu le jour. L'expérience visuelle n'a jamais été aussi fascinante. Les jeux d'arcade ont fait leur entrée dans les maisons à travers le monde. Et ce n'est que la première moitié de l'aventure. Koji Kondo. Son nom n'est pas connu. Ce qu'il est, en revanche, c'est sa musique. La musique, les personnages, la beauté. La magie créée par Nintendo dans les années 80 est le point de départ d'une renaissance et de l'apparition miraculeuse d'un nouveau marché. Comme pour tout autre succès, la question suivante est logiquement « et maintenant ?» Comment cultiver une nouvelle marque et un nouveau public? Et comment transformer ce nouveau public en une nouvelle culture? La philosophie de Nintendo a toujours été de proposer la meilleure expérience de jeu possible, tout en offrant le produit de la meilleure qualité possible, ainsi que le meilleur service client possible. C'est un peu notre objectif premier. Quand la NES est sortie aux États-Unis, on a mis un questionnaire dans la boîte en indiquant que si le client le remplissait, il recevrait ensuite une lettre d'information intitulée Fun Club News. Et le président du Fun Club News était Howard Phillips. He's Howard Phillips, also known as Mr. Nintendo, and for good reason. An argument could be made that Howard is responsible for making Nintendo America's best-selling Christmas toy. Howard a travaillé chez Microsoft après avoir quitté Nintendo. Je le connais bien. Nintendo est très doué pour faire s'exprimer des employés sympathiques qui vont attirer le public et qui vont parler de façon honnête des projets de Nintendo. Et ce n'est pas facile à faire. Quand un joueur n'arrivait pas à avancer dans un jeu, le Fun Club News pouvait lui donner des conseils et des astuces. À l'époque, j'ai été choisi pour être le visage de cette publication en tant que directeur de la création de jeux. Je connaissais tous les jeux, les avais tous essayés et terminés. J'étais donc le candidat idéal pour ce rôle. Il avait commencé dans l'entrepôt. Et tout à coup, tout le monde a compris qu'il était génial. I personally moved all the Donkey Kong games out of Nintendo to around the country. There's about 60,000 of them that I offloaded from one truck and then loaded onto another truck. So that's how I got started at Nintendo, but things progressed quickly from there. Drop that monkey. Quand le magazine a atteint les 600 000 abonnés, M. Arakawa a décidé qu'on pouvait passer à un abonnement payant, comme ça se faisait au Japon.
Pendant cette période, j'ai fait de beaux voyages au Japon pour travailler avec l'entreprise de production du magazine. Je ne dormais pas assez, j'avais des poches sous les yeux, mais je me suis beaucoup amusé. Les cartes, les captures d'écran et la mise en page étaient faites au Japon. Tout ce qui était rédaction et choix des jeux dont nous allions parler, c'était fait par l'équipe américaine. On travaillait en collaboration avec nos homologues japonais pour créer un magazine dont les Américains n'avaient pas l'habitude. Quand on est allé au Japon pour les dernières vérifications du premier numéro de Nintendo Power, ils avaient découpé et collé plein de petits Polaroids. C'était la première fois qu'on pouvait apercevoir le jeu en entier. C'était très instructif. C'était comme si on avait la clé qui ouvrait tous les niveaux. Et on savait que les joueurs allaient adorer ça. La culture de Nintendo est très conservatrice par essence. En effet, toutes leurs décisions sont mûrement réfléchies. Et en même temps, tout le monde est d'accord pour dire que la marque a laissé son empreinte dans l'industrie du jeu vidéo. Là-dedans, il y a un des meilleurs jeux de tir au monde, Zanak. Ça, c'était beau. Tout le monde n'est pas d'accord. Pour moi, jouer permet de se rapprocher et parfois de tomber amoureux. Et de se disputer. Il me bat toujours à ce jeu. Il suffit que tu te traînes moins, c'est tout. Eh ben, partage tes secrets. Non, appelle un conseiller Nintendo. Nintendo gameplay, this is Jenny. How may I help? A flashing heart next to his head sometimes. And that's what we're going to make a set of stairs. The fortress is kind of a magical maze. After using the stop magic, the ghost will be vulnerable to your normal weapons. In the Coliseum. You may be asking yourself, what are they talking about? They're talking strategy. They're talking warp zones. They're talking Nintendo. We're going to introduce you to the very, very, very best gameplay counselors. They come to us from Seattle, Washington. If you would, please welcome Sean Bloom. Bionic Commando. How many people can tell me how many points does it take to get one free man in Bionic Commando? One free man. My name is Sean. Je m'appelle Sean Bloom. J'ai commencé chez Nintendo en tant que conseiller gameplay. Quand la NES est sortie, ils ont vendu des jeux comme Zelda et Super Mario Bros, avec des blocs cachés qui permettaient par exemple d'obtenir un super champignon. Dans Zelda, grâce à certaines actions, on avait des objets secrets. Les joueurs ont alors commencé à se taper la tête contre les murs en se demandant comment s'en sortir. On recevait des appels à propos de la NES, de la Game Boy, de la Super NES, un petit peu de la Virtual Boy, de la Nintendo 64. Il y avait plein de consoles et plein de jeux, et il fallait être capable de répondre à toutes les questions sur chacun d'entre eux. We're taking 140,000 calls a week, which is 20,000 a day, if that means anything. It's incredible. Aujourd'hui, plus personne n'appelle Nintendo. Les joueurs vont voir sur YouTube quelqu'un d'autre jouer et terminer les jeux. Hi, I'm Pat Wells. During my days as a gameplay counselor, I sometimes helped players beat a game from beginning to end. Most often it was The Legend of Zelda, which was a tricky game to get through back before you could look up answers on the internet. Sometimes the callers were so young they didn't even know their left from the right. You tell them to go 2 screens to the right, and they say, is that towards my kitchen or is that towards my living room? But that would always make me smile. Le magazine Nintendo Power, c'était sympa. Quand on les rangeait dans l'ordre et qu'on regardait les tranches, ça formait des dessins. Il y avait Mario, Yoshi, Link et tous les autres. Les miens sont sur une étagère chez moi. Je suis une geek. On organisait des concours dans le magazine. Battez votre record, prenez une photo du score et envoyez-nous là. On recevait plein de photos avec des gamins qui souriaient. Et en dessous, ils écrivaient 83 204. Ils se prenaient en photo et ils écrivaient leur score. Je suis apparu dans le premier numéro de Nintendo Power parce que j'avais battu un record à Super Mario Bros. Et avant, j'étais passé dans les 2 derniers numéros de Fun Club News, l'ancêtre de Nintendo Power. Geek. Je ne pense pas me tromper en disant que Howard Phillips a été un des pionniers du jeu vidéo. Avant Hideo Kojima, Reggie Fils-Aimé et plein d'autres, il a été l'un des premiers à se lancer dans le secteur. Il est devenu l'une des premières stars du jeu vidéo. The funnest part of working at Nintendo and working in entertainment is getting to be face-to-face with the people who are enjoying the fruits of your labor, and that means, to me, talking with kids or adults who are playing the game. It's serious business. It really is.
On voulait s'assurer que la qualité du produit soit connue de tous. Ron Judy m'a chargé de dire « Il nous faut l'équivalent du label approuvé par le magazine Good Housekeeping ». This is the Good Housekeeping seal, granted only when a product meets very demanding requirements. Il nous faut la même chose. Alors on a créé le Nintendo Quality Seal, une garantie de qualité. Tous nos jeux devaient répondre à des critères de qualité du gameplay. Les propriétaires d'une licence qui voulaient publier des jeux sous notre nom devaient également respecter cette charte. Pour les jeux qui étaient soumis à l'approbation, on s'est montré très exigeant. Certains jeux étaient vraiment de mauvaise qualité. Et on nous a reproché de ne pas être assez tolérants. Mais à l'époque, si on avait été plus tolérant, le marché aurait sombré encore une fois, comme avec Atari et ses jeux archi nuls. The message that's being sent is that if you want to play in the Nintendo world, you need to play by Nintendo's rules. And if you don't want to play by Nintendo's rules, it's going to be a very, very hard struggle. Je pense que tous les développeurs ont des histoires atroces à raconter sur leur travail avec Nintendo. Alors, y a-t-il une part de vérité dans les plaintes des concepteurs de jeux et des revendeurs à propos de la collaboration difficile avec Nintendo? D'où viennent ces sentiments d'après vous? De l'engagement de qualité de Nintendo ou de son désir de contrôle? Collaboration difficile? Ça devait vraiment être très difficile. On a posé le label de qualité sur tous nos produits. C'était la feuille de route qui venait de Kyoto. Tous nos jeux devaient être de la même qualité que les jeux d'arcade. C'était ça la philosophie de l'entreprise. Et c'est ce qui l'a distingué de ses prédécesseurs. Ils s'intéressaient plus à la quantité de jeux publiés et à la rapidité de leur sortie qu'à leur qualité. On avait connu une sacrée avancée dans le monde de la console. Depuis Pong, sur l'Atari 2600, la NES a creusé un sacré fossé rien qu'en termes de nouvelles technologies. Pour tous les jeux avant ceux de Nintendo, la qualité du jeu et le jeu en lui-même n'avaient rien à voir avec l'image qu'on voyait sur la boîte. Avec Nintendo, pour la première fois, la boîte et le jeu correspondaient. On était bien meilleurs que nos prédécesseurs. Nintendo contrôlait le marché et avait le monopole. C'est évident. Si un magasin voulait vendre les produits d'un concurrent, ça ne plaisait pas à Nintendo, qui dominait le marché. Alors, que faire? Soit les magasins devaient leur obéir, soit ils ne vendaient rien. On faisait tout notre possible pour que ce soit des jeux vidéo de première qualité qui soient vendus aux clients. Et on faisait tout pour que les revendeurs aient le bon nombre de produits. Pas le maximum de jeux, mais le bon nombre. En fonction de la façon dont un magasin faisait la promotion de mon produit, dont il les exposait, du nombre de ses clients, en sachant que les clients ne sont pas fidèles, on lui conseillait la bonne quantité. Un magasin surapprovisionné, ce n'est bon pour personne. Tout comme s'il est sous-approvisionné d'ailleurs. Si on voulait s'assurer que le client n'ait accès qu'à la meilleure qualité, et on y passait du temps, il fallait appliquer ces deux secrets. Checking inventory, restocking shelves, replacing damaged packaging, anything that can be done to enhance sell-through and turn your Nintendo space into a place of fast-paced profit. After all, our business is entertainment. We believe that everything connected with Nintendo, even customer relations, should be fun. À la fin des années 80, Nintendo dominait le monde du jeu vidéo. Personne ne pouvait les atteindre. Mais ils n'avaient pas très envie que de nouveaux développeurs et de nouveaux éditeurs conçoivent des jeux pour leur console. En 1988, Nintendo a conquis le marché américain et a ainsi créé un paysage dans lequel chaque nouveau jeu se vend comme des petits pains. Le jeu vidéo est de retour et l'ancien maître de cette industrie, celui sans qui rien n'aurait existé, vient frapper à sa porte.
on a commencé à voir toutes les entreprises qui avaient abandonné le jeu vidéo décider de revenir sur le devant de la scène. Mais elles se sont rendues compte que le marché avait été verrouillé. Ce n'était pas à la portée de tout le monde de faire des jeux pour la NES. À l'époque, il existait des copies de Pong. Je ne pense pas qu'il était question de non-respect du droit d'auteur, parce que personne n'avait vraiment conscience que les jeux vidéo bénéficiaient de droits d'auteur, comme un film. En raison des pratiques commerciales de Nintendo et des éditeurs tiers, ça a été une période difficile. Je dis ça parce que d'une part, Nintendo souhaitait vraiment maintenir la qualité, et d'autre part, tout allait tellement vite à la fin des années 80 qu'il y avait une pénurie de puces. On ne fabriquait pas les jeux assez vite. Ils ne voulaient pas sous-traiter la fabrication. Ils voulaient maîtriser tout le processus. À l'origine, c'était parce qu'ils cherchaient à éviter les jeux de mauvaise qualité. La qualité était la question essentielle. Et on ne voulait absolument pas qu'il se reproduise le même effondrement qu'on avait connu au début des années 80. On était à la tête de toute l'industrie, avec notre stratégie visant à éviter les contrefaçons. Une chose que détestaient les développeurs tiers, c'était qu'ils devaient acheter les cartouches à Nintendo, avant même leur mise en vente. Donc, ils ne touchaient pas de droits d'auteur sur ce qui était vendu et ils prenaient des risques financiers. Beaucoup d'acteurs du milieu du jeu vidéo étaient inquiets. Les jeux devaient être sous forme de cartouches et ça coûte au moins 10 $ à fabriquer. Ensuite, il y avait encore 10 $ pour la licence. Avant, la fabrication coûtait quelques centimes. Là, ça revenait à 20 $ et il fallait en acheter 500 000. Ça faisait 10 millions de dollars et personne n'avait les moyens de fabriquer ces cartouches. C'était un risque énorme. Les commerçants étaient à la merci de Nintendo. Nintendo allait s'en mettre plein les poches, contrairement à nous. Quasiment aucun fabricant américain de jeux ne voulait en faire pour la Nintendo 8 bits, et moi non plus. Il existait bien les licences tierces, mais elles permettaient surtout à Nintendo de gagner de l'argent. C'est vraiment ce qui se passait. Je ne veux pas avoir l'air de critiquer Nintendo, mais quand on regarde l'argent gagné par les détenteurs des licences tierces, eh bien, ça n'est pas très glorieux. Ça a plus profité à Nintendo. C'était l'état des lieux de l'industrie. On espérait tous qu'il ne s'en sortirait pas et que quelque chose allait se passer. C'est là que j'ai entendu parler de Tengen. Nintendo a équipé la NES d'une puce de sécurité et d'un logiciel propriétaire. Il devait correspondre à une autre puce de sécurité sur la cartouche de chaque jeu de la NES. La plupart des entreprises acceptaient ces règles. Et ça, même si elles étaient contraignantes. Et même si Nintendo leur imposait les jeux qu'elles pouvaient éditer ou non. Au début, Atari Games a coopéré. La filiale Tengen a été créée et a commencé à travailler avec Nintendo. Elle a développé Pac-Man, Gauntlet et RBI Baseball. Ensuite, il était prévu que sorte une version de Tetris avec une licence Nintendo. Tengen en avait acheté les droits et devait le sortir sous la licence Nintendo. Mais avant la sortie, Atari a décidé de s'affranchir de Nintendo et a réussi un exploit remarquable qu'il a mis dans un sacré pétrin. Tengen a découvert qu'en découpant une broche sur la puce, il était possible de contourner le système de sécurité. Ils pouvaient alors sortir tous les jeux qu'ils voulaient. Et c'est ce qu'ils ont fait. Un jour, je parlais avec Ron Judy des contrefaçons et il m'a dit « Tu sais, c'est très flatteur. Tu sais que tu es bon quand tes produits sont contrefaits. » Le vrai problème, c'était la rétro-ingénierie de la puce de sécurité dans les cartouches.
À l'époque, les copies de Pong étaient innombrables. Si j'avais reçu 1 centime à chaque copie de Pong, vous savez, boum, boum, clic, clic. Ça peut se protéger, ça? Je ne pense pas. Let me put it to you this way. If folks who manufactured compact disc players in the United States said when you bought them, you could only play Bing Crosby records on them, you wouldn't buy a compact disc. Nintendo right now is saying, you can buy our machines, but you'll only play our games. Tengen a piraté le code de Nintendo. Ils n'ont pas fait de rétro-ingénierie, ils l'ont fait illégalement. Et Nintendo a poursuivi Tengen en justice. In a matter of 3 or 4 months, they were able to, one by one, contact all major retailers and convince them, or intimidate them, or induce them not to handle tainted product. Monsieur Arakawa était persuadé qu'il fallait se battre pour tout. Tengen a pensé qu'il pouvait changer les brevets. Mais finalement, ils ont perdu leur procès. Ils n'ont pas respecté le contrat de licence, ils n'ont pas été honnêtes pour la rétro-ingénierie, ils n'ont pas respecté le brevet. Ça faisait beaucoup. Avance rapide jusqu'en 1992. La Commission fédérale du commerce acquitte les 2 entreprises et tout ce battage n'a servi à rien. Si ce n'est à savoir ce que pense la justice de la rétro-ingénierie. Il y a un truc qui me fait rire, c'est que beaucoup de gens ignoraient que Tengen était le point central d'un plateau de Go et qu'il soutenait Atari, ce qui nous encourageait. Put on a Walkman and see the world in a whole new light. Listen to Panasonic Platinum Plus 3-piece. Get the fun of outdoors indoors with Panasonic Omnivision. Would you rather have a calculator or a watch? With a Casio calculator watch, you have both. Gunpei Yokoi, le bricoleur devenu inventeur, qui a fait évoluer Nintendo des cartes aux jouets, puis aux jeux vidéo, n'a de cesse de poursuivre une idée toute simple. Une console portative avec des cartouches de jeux interchangeables. Une Nintendo à mettre dans la poche. Elle marche, la Game Boy? Celle-là? Elle est morte? Elle s'allume. Oh, mince. C'était un contexte très particulier. Dans les années 80, on trouvait des jeux d'arcade un peu partout. Et on aurait aimé pouvoir les emporter, ce qui était impossible. Je me souviens que mon cousin avait plein de jeux électroniques Game & Watch, mais ils étaient très basiques. Quand la Game Boy est sortie, on avait, enfin pour de vrai, une console portable. Je me souviens quand on a acheté la Game Boy. C'était dingue de pouvoir tenir entre nos mains cette petite console et de jouer à des jeux comme Tetris, auxquels on jouait sur notre télé. On créait des clubs Game Boy à l'école. On était complètement fous de ces petites machines. Un de mes meilleurs souvenirs avec la Game Boy, c'est quand j'ai eu le jeu Pokémon. Quand j'ai vu les graphismes, je me suis dit que personne n'allait vouloir y jouer, que c'était n'importe quoi. Mais en fait, j'y ai joué toute la nuit. J'étais complètement hypnotisé et concentré dans le jeu. C'était comme une drogue. La Game Boy avait une place à part dans mon cœur. J'ai économisé des mois pour l'acheter. C'était devenu une obsession. C'était génial de pouvoir brancher 2 consoles pour jouer à Tetris avec un copain. Le gameplay était fascinant et incroyable. On s'en fichait que ça soit en noir et blanc. Même la forme était parfaite. Ça rentrait dans la poche. Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Now you two are playing the game called Tetris, correct? We're going to in just a sec, yeah. Harry, you're ahead. You Yes, sir, and I have to have an advantage.
I think it's really important for parents to realize that any time in anyone's life, they need to have entertainment, and this is part of it, and it's portable. Quand la Game Boy a été créée, ils savaient qu'ils voulaient un jeu de puzzle, parce que les dessins devaient être petits et que ça évitait de devenir dépendant d'un personnage. Nintendo s'est donc rendu en URSS pour acheter les droits de Tetris. Dans une suite voisine de l'hôtel, un représentant d'une filiale d'Atari tentait d'acheter légalement les droits. Dans une autre suite, quelqu'un d'une autre filiale d'Atari voulait aussi les obtenir. Et c'est Nintendo qui a fini par gagner parce qu'ils étaient d'accord pour débourser bien plus d'argent que les autres. C'est pour cette raison que Nintendo est une entreprise si rentable et si prospère. C'était un jeu auquel absolument tout le monde pouvait jouer, filles ou garçons, sans limite d'âge. C'était comme une drogue. C'est pour ça que la Game Boy a marché dès le début. Ce sont eux qui ont eu l'idée de Tetris. C'est le jeu le plus vendu au monde. Et il en existe tellement de copies. En 1987, j'étais encore un gamin. Je jouais dans Star Trek, la nouvelle génération. Tous les week-ends, je parcourais tout le pays pour faire la promotion parce que la série venait tout juste de commencer. Je crois que j'ai survécu à cette période grâce à ma Game Boy dans l'avion. J'ai joué des milliers d'heures à Tetris. Si Tetris n'avait pas été sur Game Boy, qui sait, peut-être que la Game Gear de Sega ou l'Atari Lynx aurait eu un peu plus de succès, mais Tetris a permis à la Game Boy de tout dominer. Nintendo a toujours gagné de l'argent parce que ses produits n'étaient pas haut de gamme. Leur matériel et leur logiciel avaient toujours quelques années de retard sur la concurrence. L'écran de la Game Boy était monochrome, couleur épinard à la crème, avait dit un concurrent. Toutes les autres consoles étaient belles, avec leurs écrans couleurs et leurs super jeux, mais au bout de 2h30, les piles étaient mortes. J'étais amoureux de la Game Boy. L'idée d'une console portable était astucieuse et on devenait vite accro à certains jeux. Avec la Game Boy et ensuite la DS, c'était la première fois qu'on pouvait emporter partout avec soi une console pour s'amuser. Ça a motivé toute une génération de créateurs à développer des jeux pour consoles portables qui étaient aussi complets, passionnants et intéressants que les meilleurs jeux d'ordinateur qui existaient à l'époque. Les premières Game Boy ont plus de 30 ans maintenant. Ça annonce un peu le gameplay de l'iPhone. Je ne pense pas qu'on aurait des jeux sur téléphone portable sans la Game Boy. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Alors que la guerre froide prend fin, un autre conflit se prépare. Mais l'enjeu de cette bataille n'est pas seulement de séduire les clients, c'est l'argent. Beaucoup d'argent. Nintendo se retrouve désormais au sommet d'une montagne qu'il a érigée lui-même et qui, jusqu'à ce moment-là, n'a été gravie par personne d'autre. D'abord connu sous le nom de Service Game, un nouveau concurrent d'origine japonaise a vu ce que Nintendo a fait aux États-Unis et veut l'imiter. Minoru Arakawa et M. Yamoshi doivent alors affronter un ennemi qui s'accroche. Regardez, voici un exemplaire de 1991. Il propose 5 jeux différents auxquels on peut jouer sur place. But new 16-bit game machines from Sega are challenging Nintendo. You get better graphics, better animation on the screen, just more fun to play. Genesis, a revolutionary 16-bit system that improves graphics, memory, and sound.
C'était la guerre des consoles. C'était intéressant parce que c'était la première fois que les deux principales entreprises de jeux vidéo se sautaient vraiment à la gorge et s'envoyaient des pics. Ça rendait le conflit entre Atari et Intellivision à la fin des années 70 et au début des années 80 comparable à une simple dispute enfantine. So when Mattel Electronics asked me to compare their Intellivision games with Atari, I gave it a try. I compared Atari baseball with Intellivision and found Intellivision played much more like real baseball. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt encore plus. Je pense que chez Nintendo, ils avaient la grosse tête et pensaient qu'ils avaient une sorte de droit divin, comme les rois, pour faire ce qu'ils voulaient. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils creusaient leur propre tombe. Bienvenue dans mon antre rempli de souvenirs du passé. Là, on a quelques dessins de mode de Barbie sur le mur. L'Académie des Arts de San Francisco a fait ce dessin de moi. Je crois que ça date d'il y a 30 ans. J'étais beaucoup plus jeune. Ce sont des souvenirs de ma jeunesse, de l'époque des vitamines pierre à feu. Barbie. Le slime. This Slime Monster game comes complete with slime compound, new from Mattel. Plein de jouets Mattel et ensuite bien sûr Sega. J'étais en vacances en famille à Hawaï et un jour, Hayao Nakayama, le PDG de Sega, a débarqué. Il est venu me chercher jusqu'à mon lieu de vacances. Moi, j'étais sur la plage avec mes filles à Maui et Hayao Nakayama s'est pointé en costume cravate et il m'a dit « Tom, je vous cherchais. Je pense que vous allez adorer la technologie 16 bits dans les jeux vidéo. Vous devriez me suivre au Japon et voir ce que ça vaut. » Alors je lui ai répondu « Vous me cachez le soleil. Je suis à la plage. » Mais je suis allé à Tokyo, j'ai écourté mes vacances. Et il avait raison. Quand j'ai vu la technologie 16 bits, j'étais époustouflé. Je n'avais jamais rien vu de tel. C'était un énorme bond en avant par rapport à l'Intellivision ou à la console d'Atari. Et même par rapport à la NES en 8 bits. À l'époque des consoles 8 bits, on avait Nintendo qui contrôlait 90% des parts de marché du jeu vidéo aux États-Unis. Et à côté, on avait tous les autres. Dans n'importe quel domaine, c'est bien d'avoir plusieurs entreprises qui s'encouragent à innover et qui se mettent au défi d'être meilleures que les autres. Au Japon, Sega avait sorti sa toute première console le même jour que la Famicom de Nintendo. Quand la Master System de Sega est sortie, on s'est beaucoup moqué. Elle n'était pas au niveau de la console 8 bits de Nintendo. Sega challenges you with the ultimate video games. Games that'll blow you away. Like Alex Kidd in Miracle World. And coming soon, Monopoly. Au début des années 80, ça n'allait pas fort. L'Intellivision et l'Atari étaient au plus mal. Et l'industrie du jeu vidéo était moribonde. Les ventes s'étaient effondrées. J'étais très pessimiste sur l'avenir du jeu vidéo à cette époque. Atari allait mal, Intellivision aussi. Et pile au moment où j'allais partir de chez Mattel, Nintendo a relancé l'industrie du jeu vidéo. Sales of video games show no sign of slowing down as the industry heads into the 90s. Des slogans accrocheurs, des campagnes publicitaires percutantes et des nouveaux jeux de qualité en 16 bits mettent Sega sur un pied d'égalité avec Nintendo. Mais il lui manque encore un petit quelque chose pour mettre son adversaire KO. La Mega Drive, ou Sega Genesis aux États-Unis, était loin d'avoir révolutionné l'industrie quand elle est sortie. Ce qui lui a valu son succès, c'est un an plus tard, la sortie de Sonic. Last Christmas, the world felt its first Sonic boom when Sonic the Hedgehog 1 sold more than 1 million copies. Tel c'est le renard.
Mais Knuckles, c'est quoi? C'est un échidné, un échidné. C'est un animal qu'on trouve en Australie. J'ai participé à son développement, c'est une de mes contributions à l'entreprise. À un moment, on a pensé qu'Alex Kidd allait être la mascotte parfaite qui détrônerait Mario. Avant l'apparition de Sonic, on comptait sur lui pour être le représentant de Sega. Mais il n'était pas assez populaire. Le jeu est très bon, mais ça n'a pas suffi à dépasser Nintendo. C'est Sonic qui a réussi à le faire. Le point fort de Sega, ça a toujours été Sonic. C'est un jeu génial et un personnage incroyable. Et je pense que ce jeu et ce personnage sont la seule cause de la guerre des consoles. Sonic, leur personnage, avait du caractère. Il avait les cheveux hérissés, des chaussures trop classe. Il s'ennuyait quand on ne le faisait plus avancer. Il se mettait à taper du pied et à regarder le joueur, l'air de dire « Allez, on y va !» Sonic était partout à la fois et il se déplaçait à toute allure. C'était même difficile de savoir où il était. Sonic était le parfait concurrent pour Mario. Il était très rapide et ça donnait un rythme enlevé au jeu. On avait une poussée d'adrénaline qui était absente des jeux Nintendo. Ces derniers étaient plus lents et plus contemplatifs. On n'avait pas encore de personnage pour rivaliser avec Mario. Quand je suis arrivé chez Sega, j'ai demandé « Alors il est où notre Mario ?» Ils m'ont présenté quelques esquisses de différents personnages. L'un d'eux ressemblait à un gros œuf. Un autre, on aurait dit un très féroce, je ne sais pas trop quoi. C'était Needle Mouse, qui est devenu Sonic le hérisson. Quand le jeu est sorti, les gens ne se rendent pas compte. Mais ce hérisson est devenu le personnage le plus célèbre du monde, encore plus connu que Mickey. Quand on regarde les ventes de Mega Drive avant Sonic, avec Altered Beast, ce n'était pas terrible. Et quand Sonic est arrivé, boum! Cette fois, Nintendo avait un vrai concurrent en face. Here's the challenge. Super Nintendo, brand new competitor of ours, 16 bits. We challenge them. We think we're better than them, but it's up to you to decide. It's Sega's Genesis versus Nintendo. Sega's hitting malls across the country with an elaborate setup of home video games. Sega entretenait une excellente relation avec la communauté des développeurs. Et ce sont les développeurs qui amenaient toute l'innovation. Quand Nintendo était seul sur le marché, il n'avait pas de concurrence. Il bossait, c'est tout. Mais quand Sega a commencé à travailler avec des développeurs talentueux, eh bien les jeux sortaient plus vite sur la Mega Drive, car c'était techniquement plus simple. Ils étaient plus habitués. J'avais une longueur d'avance et je me suis douté que la Mega Drive allait arriver sur le marché 2 ans avant la Nintendo 16 bits. Et c'est arrivé. Elle avait un microprocesseur Motorola 68000 qui avait déjà été utilisé pour beaucoup de jeux. Par exemple, pour Mac, l'Amiga ou l'Atari ST. Tous ces ordinateurs étaient équipés de ce microprocesseur. Au moment de la création du jeu Earthworm Jim, on a d'abord fait la version pour la Mega Drive. Et ensuite, on l'a adapté à la Super Nintendo. Les deux entreprises travaillaient de façon très différente. L'une était très organisée et avait une stratégie bien définie. Chez Sega, ils étaient plus ouverts et c'était plus facile de passer des accords avec eux. C'était plus simple d'adapter les règles avec Sega qu'avec Nintendo. J'ai beaucoup de respect pour Nintendo qui a relancé l'industrie du jeu vidéo et qui a développé des jeux d'excellente qualité. Je connaissais très bien Howard Lincoln. Je connaissais moins bien Arakawa. Ils nous en voulaient de nous moquer de Nintendo dans nos pubs. There is no Nintendo CD.
Quand on se croisait à l'E3, il m'évitait ostensiblement. On n'a jamais eu une bonne relation. Nintendo, après avoir profité de l'incroyable succès mondial de la NES, commençait à se faire dépasser par la Mega Drive. Et Nintendo a été remis à sa place pour la première fois depuis son entrée dans l'industrie du jeu vidéo. On a prouvé au monde entier qu'il pouvait y avoir plus d'un acteur dans le secteur du jeu vidéo. Et que des gens de tout âge s'intéressaient aux jeux vidéo. Les enfants, tout comme des hommes de 50 ou 60 ans. Quand on joue, on a l'esprit de compétition. Donc c'est assez naturel de vouloir opposer les différentes entreprises entre elles. Je le comprends très bien. Mais en fait, on a assez de place dans nos cœurs pour Sonic et pour Mario. J'en suis persuadé. Nintendo s'en est très bien sorti sur le marché des consoles 8 bits. Et ils ont cherché à exploiter ce filon le plus longtemps possible. C'était tellement compliqué de sortir une nouvelle console qu'il était indispensable que les clients puissent la conserver longtemps. Mais bien sûr, Sega ne tenait pas à ce que les Nintendo durent trop. Les consoles 16 bits permettaient d'avoir des graphismes très réalistes pour les actions à l'écran. Ils ont amélioré la technologie. On doit notre succès à nos jeux d'excellente qualité. Certains de nos jeux font partie des meilleurs de l'histoire. Ils utilisaient une technologie de pointe, différente de la nôtre. Ça devenait un concurrent sérieux, mais on voulait rester les meilleurs. C'était une occasion en or pour notre concurrent. Quand Sega a décidé d'entrer sur le marché américain avec la Master System, elle n'était pas vraiment à la hauteur de la NES. Ensuite, ils ont sorti la Mega Drive. Ça a commencé à chauffer, surtout avec l'apparition de Sonic. Leur campagne publicitaire était géniale. Quand Sega est arrivé, c'était notre premier concurrent sérieux. Ça a nourri notre esprit de compétition, parce qu'à chaque fois qu'ils apportaient une amélioration, ça nous emmerdait. On allait perdre. Nintendo's new console will produce brilliant high-definition graphics. New Super Nintendo. Super Nintendo. Genesis is the most popular game player in the United States. Powerful, twice as fun. This Christmas could be Nintendo's last. C'est ma première Game Boy. C'est vrai? En fait, c'est pas tout à fait vrai. Enfin si, c'est ma première. Les initiales sont gravées derrière au cutter. Parce que Don James me piquait tout le temps ma Game Boy. Il perdait la sienne. Alors il prenait la mienne et j'étais toujours en train de la chercher. Je savais que c'était la mienne parce que je reconnaissais les traces dessus. C'est pour ça que j'ai gravé mes initiales. Quand j'étais responsable de produit, on m'appelait tout le temps pour faire un film sur Zelda. Je ne sais pas combien de gens venaient me voir chaque jour pour me dire « J'ai une idée, faisons un film sur Zelda », comme si c'était une idée super originale. Je devais aller voir le patron pour lui dire qu'on m'avait proposé de faire un film. Alors, pendant le 3, il a commencé à m'éviter pour que je ne lui en parle plus. Vous vous souvenez de la BD dans le magazine Nintendo Power, Howard and Nestor? Oui, mais je ne la lisais pas. D'accord. J'avais 20 ans à l'époque, et ça ne m'intéressait pas tellement. J'étais trop cool. Je vois. Trop cool pour les BD. Oui, mais pas longtemps. Ok. Ça n'a pas duré. Nintendo avait un numéro de téléphone avec des conseillers qui s'y connaissaient. Ils avaient 19 ans et ils cherchaient dans le mode d'emploi depuis Seattle, Redmond ou ailleurs.
On les appelait pour leur demander des conseils pour battre Ganon dans Zelda, par exemple. Moi, je les appelais souvent. J'ai même sympathisé avec l'un d'eux. Je me souviens plus de son prénom, mais c'était un peu comme mon psy. À l'époque, j'avais 15 ans. Là, j'ai une machine à coudre Singer. Elle date des années 2000. Et elle était vendue avec la Game Boy Color. Il y avait un adaptateur à brancher entre la machine à coudre et la console. Et ils ont fait ça parce que dans la cartouche, il y avait des patrons que la machine pouvait reproduire automatiquement à partir de la Game Boy. Ça n'a jamais marché. His name is Robert Paulson.